Bonjour à tous, bienvenue sur ce cours sur les provisions, ce qui correspond au chapitre 5 de votre cours de comptabilité sur les travaux d'inventaire. Ce sont les dernières opérations d'inventaire qu'on verra cette année. Ce ne sont pas les opérations les plus complexes à enregistrer. Vous verrez qu'il n'y a que deux enregistrements comptables dans tout le chapitre. Par contre, le vocabulaire nécessite d'être bien maîtrisé. À l'inventaire, l'entreprise doit établir ses documents de synthèse, son compte de résultat, son bilan et son annexe. Bien entendu, elle doit avoir toujours pour objectif de présenter une image fidèle de son patrimoine à la date d'inventaire et de bien évaluer son résultat. Tout comme on l'a fait pour l'ensemble des actifs qu'on s'est employé à réévaluer à la date d'inventaire grâce aux amortissements ou dépréciations ou grâce à la revalorisation des stocks, eh bien l'entreprise va également à l'inventaire recenser et évaluer les éléments qui figurent au passif de son patrimoine. Le passif du bilan, ça vous évoque quelque chose? Et oui, rappelez-vous, dans le passif, il y a deux rubriques. Il y a les capitaux propres et il y a les dettes. Selon l'article 321 du PCG, qui définit un petit peu mieux le passif que ce qu'on a fait en début d'année, on dit que le passif, c'est un élément du patrimoine ayant une valeur économique négative pour l'entité, c'est-à-dire une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers dont il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers, sans contrepartie au moins équivalente attendue de celui-ci. Alors, valeur économique négative pour l'entité, ça veut dire que ça fait baisser le patrimoine de l'entreprise. Une obligation de l'entité à l'égard d'un tiers, ça veut dire qu'à un moment donné, vous allez devoir peut-être verser quelque chose à quelqu'un. Donc, par exemple, pour une dette envers un fournisseur, il faudra le payer. Il est probable ou certain qu'elle provoquera une sortie de ressources. Donc, on est là dans la sortie de ressources quand on paye le fournisseur. Sans contrepartie au moins équivalente, ça veut dire que le fournisseur, lui, n'aura plus d'obligation envers vous car il vous a déjà livré. Donc dans le passif du bilan, vous avez deux rubriques comme je vous le disais, les capitaux propres qui regroupent le capital de l'entreprise, c'est-à-dire les apports des propriétaires de l'entreprise, mais également tous les bénéfices que l'entreprise a réalisés ou a laissés à la disposition de l'entreprise, puisque vous retrouvez le poste résultat et le poste réserve. Vous retrouvez également les dettes. Ces dettes, qu'elles soient probables, éventuelles ou certaines, sont ce qu'on appelle les composantes du passif externe. Donc parmi les passifs externes, le PCG va distinguer trois éléments. Tout d'abord les dettes que l'on connaît déjà, elles ont un objet précis, on sait pourquoi on a une dette, parce que généralement quelqu'un nous a envoyé une facture ou nous a envoyé un avis d'imposition si c'est l'État. Donc il y a une sortie de ressources qui est certaine, il est certain que l'on va devoir payer quelqu'un. Et il est certain que l'on va devoir payer quelqu'un à une certaine date. Donc on connaît la date d'échéance. L'échéance, c'est la date à laquelle on doit payer le montant. Et le montant, on le connaît également. Donc dès lors que vous avez la pièce comptable qui crée cette dette, il faut le comptabiliser. Donc exemple, l'entreprise peut avoir un montant de 300 € qu'elle doit à son fournisseur sous 30 jours suite à un achat de marchandises. On analyse donc bien ici que l'objet, l'échéance et le montant sont déterminés de manière précise. Deuxième élément qui figure dans le passif externe et que l'on découvre aujourd'hui dans le cours, il s'agit des provisions pour risque et des provisions pour charge. Ces provisions sont des passifs qui ont un objet précis. Elles entraîneront une sortie de ressources probable, mais on ne connaît soit pas l'échéance, soit le montant avec suffisamment de précision. Ça va être le cas par exemple lorsque vous avez un litige avec un client. Donc ce litige va engendrer un procès devant le tribunal de commerce, mais on ne sait pas exactement quand aura lieu ce procès. Toutefois, notre conseiller juridique nous dit que ce procès donnera lieu probablement à un versement de dommages et intérêts. Donc on ne connaît pas exactement le montant des dommages et intérêts, on ne connaît pas exactement la date à laquelle on va devoir indemniser le client. Mais en tout cas, nous avons des éléments qui font qu'il est probable qu'il y aura une sortie de ressources envers ce client. Dernier élément qui correspond à un passif externe, il s'agit de passifs éventuels. Ces passifs en fait n'apparaissent pas dans le bilan, il faut simplement les mentionner dans l'annexe lorsque le montant est significatif. C'est pour ça qu'on ne les a pas encore vus jusqu'à présent. Donc il s'agit d'une obligation potentielle envers un tiers, mais la sortie de ressources n'est actuellement ni probable ni certaine. Pour vous illustrer cette notion, le mieux c'est de prendre un exemple. Ça va être le cas d'une entreprise qui s'est portée caution auprès de la banque pour un emprunt de 20 000 € souscrit par une de ses filiales.
Dans ce cas-là, puisque l'entreprise se porte caution, ça veut dire qu'elle s'engage à payer les remboursements d'emprunt à la place de la filiale si la filiale est défaillante. Mais pour l'instant, il n'y a pas d'éléments qui nous indiquent que cette filiale est défaillante. Donc la sortie de ressources interviendra éventuellement si cette filiale a des difficultés de paiement, donc si elle ne paye pas ses loyers, mais pour l'instant, en l'absence d'éléments de difficulté, la sortie de ressources n'est ni probable ni certaine. C'est la notion de provision qui m'intéresse dans le cadre de ce cours, qui sera donc à différencier de la notion de dette. Une dette correspond à une obligation envers un tiers, c'est une sortie de ressources qui sera certaine, on connaît son montant et on connaît son échéance. Ça veut dire qu'on sait qu'on va devoir payer quelqu'un à une certaine date. Alors qu'une provision pour risque ou pour charge, c'est un passif dont l'échéance ou le montant ne sont pas fixés de façon précise. Cette provision sera comptabilisée à la clôture de l'exercice si 3 conditions sont respectées. Première condition, l'entité doit avoir une obligation envers un tiers à la date de clôture. Ça veut dire qu'on sait qu'on va être obligé envers un tiers à la date d'inventaire. Deuxième condition, il est probable ou certain que cette obligation entraînera une sortie de ressources au bénéfice de ce tiers et sans contrepartie du tiers après la date de clôture. Donc il faudra payer quelque chose à quelqu'un et cette personne n'aura pas d'obligation envers nous. Donc par exemple, si on doit payer des dommages et intérêts envers un salarié qui nous a fait un procès au prud'homme, eh bien ce salarié ne sera pas obligé de travailler pour nous en contrepartie de la somme qu'on va lui donner. Par ailleurs, l'estimation de la sortie de ressources doit être suffisamment fiable, ceci pour toujours donner une image fidèle du patrimoine. Alors les provisions sont constituées en application du principe de prudence que l'on a déjà vu, qui nous dit qu'on doit prendre en compte tout événement qui est susceptible de diminuer le patrimoine, ce qui est le cas lorsque l'on a une sortie de ressources probable. Elles remplissent donc un rôle économique, à savoir donner une image fidèle du patrimoine de l'entreprise à la date d'inventaire, mais également un rôle financier, puisque grâce aux provisions, les entreprises vont pouvoir augmenter leurs charges, puisque la comptabilisation d'une provision passe par un appauvrissement de l'entreprise. Ça va donc diminuer le résultat et donc diminuer l'impôt. Si vous diminuez l'impôt, cela procure une économie de trésorerie pour l'entreprise, et on le verra, cela contribue à l'autofinancement. Pour éviter les abus, évidemment, on ne peut pas constituer des provisions sans respecter tous les critères évoqués précédemment, parce que sinon cela permettrait aux entreprises de diminuer ses impôts. Donc c'est pour ça que les lois fiscales et comptables réglementent cette constitution. Alors les provisions apparaissent au passif du bilan, on l'a dit, c'est un passif, et donc ça apparaît dans une rubrique qu'on n'a pas encore vue jusqu'à présent, qui est située entre les capitaux propres et les dettes. Je vous ai dit qu'il existait 2 catégories de provisions, les provisions pour risque et les provisions pour charge. Je vous invite à prendre votre plan de compte pour repérer où se situent les numéros de compte qui correspondent aux provisions. Donc c'est dans la classe 1, on n'a pas beaucoup utilisé jusqu'à présent, et plus particulièrement, il s'agit des subdivisions du compte 151 pour les provisions pour risque. Donc, première catégorie de provisions pour risque, il s'agit des provisions pour litige, qui ont un caractère d'exploitation ou un caractère exceptionnel selon le cas. Elle couvre les conséquences financières des litiges que vous pouvez avoir avec un tiers. Donc ces conséquences financières, ça peut être le versement de dommages et intérêts, d'indemnités, ou éventuellement le fait de couvrir des frais de procès. Donc le montant de la provision sera égal à la somme que l'entreprise risque de devoir payer à l'issue d'un litige. On peut avoir un litige avec un client, par exemple, avec un fournisseur, ou avec un salarié, ou avec une autre entreprise aussi. Par ailleurs, vous avez les provisions pour garantie données aux clients. Donc, pour comprendre cette notion de provision pour garantie donnée aux clients, on prend un petit exemple. Considérons l'entreprise Darty. Donc, vous savez que Darty vend de l'électroménager chaque année. Alors je dis Darty, Boulanger, la Fnac, pour donner plusieurs marques. Donc ils vendent des machines à laver chaque année ou des téléviseurs, on va prendre des téléviseurs. Et on sait que chaque année, ces téléviseurs sont vendus sous garantie. Il y a généralement une garantie d'1 an qui correspond à votre téléviseur. Ça veut dire que Darty s'engage à réparer ou à remplacer votre téléviseur s'il tombe en panne pendant cette durée de garantie. Eh bien, ils vont faire des statistiques en fait sur le taux de panne qu'ils vont avoir et ils vont provisionner en fait le montant des pannes qu'ils risquent d'avoir sur les années à venir en fonction du nombre de téléviseurs qu'ils ont vendus. Donc par exemple, ils peuvent estimer qu'il y a 1% des téléviseurs qui tombent en panne pendant
la date de garantie, et donc ils auront 1% des téléviseurs à réparer. C'est ce montant qui sera provisionné. C'est une provision qui a un caractère d'exploitation puisque c'est lié à l'activité de l'entreprise. Ensuite, vous avez le compte 15-14 dans lequel vous mettez les provisions pour amendes et pénalités. Il s'agit des amendes et pénalités que vous pouvez avoir suite à un contrôle fiscal ou social. Donc ces contrôles ont une durée assez longue, donc entre le moment où le contrôle commence et le moment où vous devrez payer, eh bien vous pouvez éventuellement provisionner le montant de l'amende. Enfin, vous avez les provisions pour perte de change, qu'on n'étudiera pas cette année, mais qui correspondent à la couverture des effets défavorables des variations des cours des devises, lorsque vous avez des créances ou des dettes libellées en monnaie étrangère, par exemple en dollars, et entre le moment où vous vendez et le moment où vous allez convertir vos dollars en euros, en fait il se peut que le cours ait évolué défavorablement, et donc quand vous évaluez vos créances et vos dettes à l'inventaire, vous pouvez provisionner les pertes de change. C'est une provision à caractère financier. Deuxième catégorie de provisions, il s'agit des provisions pour charges, qui enregistrent des charges importantes prévisibles que l'entreprise ne peut faire supporter à un seul exercice. On retrouve dans cette catégorie le compte 154 pour les provisions pour restructuration, des provisions pour impôts, mais qu'on n'étudiera pas cette année, des provisions pour charges à répartir sur plusieurs exercices ou pour des grosses réparations et grandes révisions, c'est celles qui nous intéressent plus particulièrement, et il existe également d'autres provisions pour charges. Alors vous avez tout le détail que vous pouvez lire attentivement, mais essentiellement on travaillera sur les provisions pour gros entretiens ou grandes révisions qui ont pour objectif de planifier les dépenses liées aux grosses réparations sur plusieurs exercices. Alors il est à noter que ces dépenses pour gros entretiens ou grosses réparations peuvent parfois être enregistrées en tant que composants dans les immobilisations, mais on étudiera uniquement le cas où on les provisionne. Comptablement, il convient de créer d'abord la provision dès qu'on a connaissance de la sortie de ressources probable, puis on ajustera cette provision d'exercice en exercice et on l'annulera quand le risque ou la charge aura lieu, c'est-à-dire sera devenu certain. Tout d'abord, comment est-ce qu'on fait pour créer une provision, c'est-à-dire pour faire une dotation aux provisions? C'est comme les dotations aux amortissements et les dotations aux dépréciations, le principe est le même. Vous avez une charge au débit qui commence par le compte soit 681, 686 ou 687 avec un 5 en dernière position. Ça nous donne des provisions à caractère d'exploitation, à caractère financier ou à caractère exceptionnel. Cette charge a pour effet d'augmenter les charges forcément et de diminuer le résultat. En contrepartie, vous créditez une subdivision du compte 15 en fonction de la nature de la provision. Cette provision apparaîtra, je vous le rappelle, au passif. Vous le constatez dans cette écriture, quand je constate une provision, je n'utilise aucun compte de trésorerie. On dit donc que les dotations aux provisions constituent des charges calculées et non décaissées, ce qui veut dire qu'elles n'auront pas d'impact direct sur la trésorerie. C'est la même chose que pour les dotations aux amortissements et pour les dotations aux dépréciations. À la fin de l'exercice comptable, il convient de calculer la provision nécessaire d'après la nouvelle estimation du risque ou de la charge. La provision nécessaire est ensuite comparée avec le montant de la provision qui existait en comptabilité au 31 décembre de l'année N-1. Si le montant de la provision nécessaire est supérieur au montant de la provision qui existe actuellement en comptabilité, alors il conviendra d'augmenter le montant de la provision existante et pour cela, l'entreprise va devoir enregistrer une nouvelle dotation. Dans la situation inverse, la provision nécessaire au 31 décembre de l'année N est inférieure au montant de la provision qui existe en comptabilité. Dans ce cas, il convient de réduire le montant de la provision existante. Dans ce cas, l'entreprise va enregistrer une reprise pour la différence entre la provision existante et la provision nécessaire. Pour enregistrer une reprise sur provision, il convient de créditer le compte 781, 786 ou 787 selon la nature de la provision, ce qui aura pour effet d'augmenter les produits de l'entreprise, en contrepartie du compte 15 qui se retrouve au débit. Le compte 15 est un compte de passif, c'est un compte qui augmente lorsqu'on le crédite et qui diminue lorsqu'on le débite. Cette écriture a donc pour effet de diminuer le montant des provisions existantes au passif. Voilà pour les ajustements de provisions. Il convient ensuite d'étudier le cas où on annule les provisions, puisque en effet une provision constate une sortie de ressources probable,
dès lors que le risque que vous avez provisionné ou que la charge que vous avez provisionnée se réalise, alors il faudra enregistrer cette charge à la date de réalisation. Donc par exemple, enregistrer le versement de dommages et intérêts. Mais du coup, la provision que vous avez constatée en comptabilité n'a plus lieu d'être et il faudra donc l'annuler. Pour annuler la provision, il convient d'effectuer une reprise pour l'intégralité de cette provision. On passe à l'application 1. On se situe dans l'entreprise Lucas dont l'exercice comptable coïncide avec l'année civile. Au cours de l'année N-2, un client a engagé à l'encontre de l'entreprise Lucas une action de justice. Au 31 décembre N-2, le procès est en cours et l'entreprise Lucas constitue une provision de 1 000 € pour faire face au paiement éventuel d'une condamnation pécuniaire. Donc fin N-2, selon les informations de ce contexte, il convient d'enregistrer ce qu'on appelle une dotation aux provisions. Je vais vous demander d'aller chercher dans votre plan de compte le numéro de compte qui correspond à la provision et de tenter de faire l'enregistrement comptable sur l'écriture. Vous l'avez trouvé? Il s'agissait du compte 1511, provision pour litige, qui apparaît donc au crédit de l'écriture que vous enregistrez au 31 décembre N-2 en contrepartie d'un compte de dotation aux provisions exceptionnelles. On aurait pu aussi le mettre en compte de dotation aux provisions d'exploitation, cela dépend des habitudes de l'entreprise. On étudie la situation au 31 décembre N-1, date du prochain inventaire. On vous dit qu'à cette date, la décision de justice n'est pas encore rendue et que la provision doit être révisée à la hausse pour qu'elle atteigne un montant de 1 200 €. J'en conclus donc que le montant de la provision nécessaire est de 1 200, alors que la provision existante est de 1 000. À votre avis, faut-il faire une dotation ou une reprise? Il y en a qui dorment là, je vous ai pas tous entendu répondre. Bon, il s'agit d'une dotation évidemment, puisqu'il faut augmenter le montant de la provision existante qui est de 1 000 et il faut la passer à 1 200. Je fais donc exactement la même écriture que précédemment, mais au lieu de doter pour 1 000, je dote pour 200, donc simplement le montant complémentaire. Le 10 juin de l'année N, le tribunal rend son jugement et l'entreprise Lucas est condamnée à verser des dommages et intérêts pour 1 300 €, mais également 600 € TTC d'honoraires versés à l'avocat. Tout ça est payé par chèque bancaire. À cette date, l'obligation de sortie de ressources n'est donc plus probable, mais certaine. On va donc dans un premier temps enregistrer les charges que l'entreprise va devoir supporter. Il va donc falloir me trouver le numéro de compte dans lequel enregistrer des dommages et intérêts. Je vous aide un petit peu, vous allez trouver ça dans les charges exceptionnelles. Et vous allez me chercher le numéro de compte dans lequel enregistrer les honoraires. Celui-là, on l'a déjà vu, c'est dans les services extérieurs. Par ailleurs, il va falloir analyser la provision. La provision qui existe en comptabilité pour un montant de 1 200 n'a plus lieu d'être. Il va donc falloir enregistrer une écriture de reprise. J'enregistre donc le 10 juin de l'année N, date à laquelle je dois verser les dommages et intérêts et les honoraires, les pénalités, amendes fiscales et pénales, donc je mets dans le compte 671.2, compte de charges exceptionnelles pour 1 300 €. Il n'y a pas de TVA sur les dommages et intérêts, parce que c'est déjà une sanction, donc on ne remet pas de la TVA dessus. Ensuite, vous avez le compte 6226, honoraires, que vous avez dû retrouver, dans lequel vous allez mettre vos honoraires, mais attention, il faut les mettre pour le montant hors taxe, c'est-à-dire pour 500 €. Là-dessus, vous retrouvez le montant de votre TVA déductible sur autres biens et services que vous inscrivez au débit du compte 44 566 et tout ça est payé par chèque bancaire. J'ai donc crédité le compte banque en contrepartie. Au 31 décembre de l'année N, il convient de mettre à jour les provisions dans votre bilan. La provision pour litige que vous aviez en comptabilité n'a plus lieu d'être. Elle existait pour un montant de 1 200 €. Il faut la reprendre intégralement. J'ai donc enregistré ici une reprise sur provision exceptionnelle. Quand on analyse l'impact des écritures précédentes sur nos documents de synthèse, pour la première écriture, on se rend compte qu'au 31 décembre N-2, cela a eu pour effet d'augmenter les charges et donc de diminuer le résultat de 1 000 €. Et au niveau du bilan, on a une provision pour litige qui apparaît pour 1 000. Au 31 décembre N-1, j'ai ma dotation qui apparaît dans le compte de résultat pour 200 et ma provision passe maintenant à 1 200. Ce qui correspond à la provision qui existait l'année dernière, plus les 200 de dotation que je viens de constater. Enfin, sur le compte de résultat et le bilan au 31 décembre de l'année N, donc pour le compte de résultat, dans les charges apparaissent les honoraires que j'ai supportés ainsi que l'amende et pénalités, mais apparaît également la reprise de 1 200 € que j'ai constatée,
Et au bilan, désormais, il n'y a plus de provision car j'ai repris intégralement la provision. On se rend compte que l'exercice N en fait n'a supporté que 600 € de baisse de résultat, alors que si nous n'avions pas provisionné l'événement avant, eh bien, le résultat aurait baissé de 1800 €. Là, grâce à la reprise, on a des charges pour 1800 et une reprise de 1200. Donc l'exercice N n'a supporté que 600 € de baisse de résultat. On passe maintenant à l'application numéro 2. En N-2, l'entreprise Lucas envisage de réaliser des travaux de ravalement des immeubles en N pour 21 000 € hors taxe. Le ravalement, c'est quand on refait la façade. L'entreprise n'a pas opté pour la méthode des composants. Ça, c'est pour faire référence à ce que je vous disais tout à l'heure. Parfois, les grosses réparations peuvent être enregistrées en tant que composants des immobilisations. Ce n'est pas le cas ici. En N-2, elle décide de constituer une provision pour le montant prévu sur 3 ans. En mai de l'année N, les travaux sont réalisés pour 18 000 € hors taxe avec un paiement par chèque bancaire. Dans un premier temps, vous allez me chercher le numéro de compte dans lequel vous allez enregistrer cette provision, sachant qu'on parle ici de réaliser des travaux. Vous avez trouvé? C'est une provision pour charges à répartir sur plusieurs exercices. Et quand on prend les subdivisions de ce compte, on peut trouver le compte 1572, provision pour gros entretiens ou grande révision. On vous dit que l'entreprise va provisionner ses travaux sur une durée de 3 ans. Le montant des travaux à réaliser est estimé à 21 000 €. On va donc créer à la fin de l'année N-2 une provision pour un montant de 21 000 divisé par 3, soit 7 000 €. Cette provision est enregistrée dans le compte 6815 en contrepartie du compte 1572. Fin N-1, il faut avoir provisionné 2 tiers des travaux. La provision nécessaire est donc de 14 000 alors que la provision qui existe actuellement en comptabilité est de 7 000. Il faut donc augmenter la provision existante de nouveau de 7 000. On fait exactement la même écriture que précédemment en faisant une nouvelle dotation de 7 000 €. En mai de l'année N, on vous dit que les travaux sont réalisés pour un montant finalement de 18 000 € hors taxe avec un paiement par chèque bancaire. Donc pendant le mois de mai de l'année N, on va recevoir la facture qui est liée à ces travaux que l'on va enregistrer dans le compte 615 entretien et réparation pour 18 000 €. On calcule la TVA déductible sur ces 18 000 €, soit 3 600, et on paye par chèque bancaire. À la fin de l'année N, il convient d'ajuster le montant de la provision, puisque il n'y a plus de sortie de ressources probable ici, dans la mesure où les travaux ont eu lieu. La provision qui existe en comptabilité n'a plus lieu d'être. Alors combien existe-t-il en comptabilité? On a fait une première dotation de 7 000 en N-2, une deuxième dotation de 7 000 en N-1, donc il existe actuellement 14 000 € de provision en comptabilité. On va donc faire une reprise de 14 000 avec le compte 7815 qui va intervenir au crédit en contrepartie du débit du compte 1572. Analysons l'impact des enregistrements précédents sur le compte de résultat et le bilan. Pour l'année N-2, dans le compte de résultat, la dotation aux provisions a pour effet de faire augmenter les charges d'exploitation et donc de faire baisser le résultat de 7 000. En contrepartie, une provision apparaît au bilan pour 7 000. Au 31 décembre N-1, nouvelle dotation enregistrée dans le compte de résultat qui fait baisser le résultat de N-1 de 7 000. En contrepartie, au bilan apparaît désormais une provision de 14 000, c'est-à-dire de 7 000 plus 7 000. Au 31 décembre de l'année N, dans le compte de résultat apparaissent dans les charges les travaux qui ont été effectivement réalisés, ainsi que la reprise sur amortissement et provision pour un montant de 14 000. On se rend compte que l'effet sur le résultat n'est donc que de 4 000, puisque la reprise a pour effet d'augmenter les produits de 14 000, alors que les travaux sont pour un montant de 18 000. On a donc bien étalé le montant des travaux sur les 3 exercices, puisque les 3 exercices ont été impactés par les travaux, alors que si on n'avait pas provisionné, le résultat de l'exercice N aurait baissé directement de 18 000, alors que là, tout ça a été étalé. Au bilan, la provision pour charge n'apparaît plus, puisqu'elle a été reprise. Reste à voir l'impact des provisions dans les documents de synthèse, c'est-à-dire dans le bilan, dans le compte de résultat et dans l'annexe. On commence tout de suite par l'annexe, puisque l'annexe présente ce qu'on appelle un tableau des provisions, mais également un tableau des dépréciations qu'on a déjà vu. Il fonctionne de la même façon que d'habitude. Dans la première colonne, on met le montant des provisions existants au début de l'exercice. Deuxième colonne, le montant des dotations constatées pendant l'exercice.
troisième colonne montant des reprises et dernière colonne qui s'obtient en faisant colonne A plus colonne B moins colonne C. La colonne A représente en fait la provision existante en comptabilité, alors que la colonne D représente la provision nécessaire. Vous avez ici une illustration avec le tableau des provisions de l'entreprise que nous avons étudié, qui est présenté à la fin de l'année N-1. Vous retrouvez également le compte de résultat présenté lui aussi au 31 décembre de l'année N-1, avec le rappel de l'année N-2 qui figure dans la colonne de droite. Pas de reprise en N-1 puisque ces reprises ont eu lieu pendant l'année N dans les applications précédentes. Et pour terminer, établissement du bilan au 31 décembre de l'année N-1, où on fait apparaître le montant des provisions au passif entre la rubrique capitaux propres et la rubrique dettes. C'en est terminé pour ce chapitre 5. Je vous invite évidemment à faire beaucoup d'applications avec le TD numéro 5 qui est corrigé sur le NT. Et je vous souhaite bon courage pour la préparation du contrôle.